Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. On est très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour cette première rencontre autour de Richard Peduzzi. Alors, je suis Hervé Lemoine, je suis le président du Mobilier National et de la Cité de la Céramique Sèvres et Limoges. Et en guise de mots d'introduction, je voulais d'abord vous remercier une nouvelle fois de votre présence, remercier évidemment Richard de bien avoir accepté, mais il en avait le désir aussi, le principe de ces rencontres qui accompagnent l'exposition que nous lui consacrons à la Galerie des Gobelins. Et peut-être essayer de répondre très rapidement à deux questions. Peut-être la première question, déjà, c'était, mais finalement, pourquoi avons-nous fait une exposition Richard Peduzzi ? Alors, pour ceux qui ont vu déjà l'exposition, je pense qu'ils ont tous les éléments de réponse. Ou bien alors vraiment, on est passé complètement à côté de la plaque. Mais je ne crois pas que ça soit le cas. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous incite à aller la voir, bien sûr. Mais je ne vais pas m'en tirer par une pirouette comme ça. Je vais vous dire quand même ce pourquoi on a voulu faire cette exposition. Premièrement, je dirais, entre Richard Peduzzi et le Mobilier National, c'est un long compagnonnage, puisque nous avons travaillé ensemble depuis 1987 ou 88. J'arrive pas à me déterminer, mais ça se gâte, là. Ça se gâte. Mais c'est de cet ordre-là, voilà. Donc, c'est vous dire combien nous avons donc beaucoup travaillé avec Richard Peduzzi. Nous avons une centaine de pièces de ses créations, notamment évidemment de mobilier, dont d'ailleurs les fauteuils sur lesquels vous êtes assis. D'ailleurs, il y a encore les numéros de... Regardez, vous avez les numéros d'inventaire. Vous voyez, je ne vous mens pas, c'est donc dans les collections nationales. Voilà. Donc nous avons une centaine de pièces créées par Richard Peduzzi qui sont dans nos collections et que nous avons en partie prototypées. Je dirais aussi, et Richard me coupera s'il n'est pas d'accord avec moi, je crois aussi qu'il y a l'effet d'une rencontre. Et on sait aussi souvent que des projets tiennent aussi à des rencontres. Et ici même, nous avons, il y a maintenant un peu plus d'un an de cela, présenté un ouvrage de Richard Peduzzi qui s'appelait « Je l'ai déjà joué demain ». Je l'ai déjà joué demain. Et à la suite de cette rencontre et des échanges que nous avions eus à ce moment-là, Richard m'a rappelé quelques jours plus tard et m'a invité à déjeuner. Et chemin faisant, j'ai compris pourquoi il voulait m'inviter à déjeuner. C'est que l'idée avait germé dans son esprit que nous pouvions peut-être imaginer une exposition ensemble. J'ai très longuement réfléchi, à peu près 2 secondes et demie, pour dire oui, tellement ça m'est apparu comme étant d'une évidence, tant le rapport qu'entretient Richard avec les arts décoratifs est évidemment quelque chose d'essentiel dans son travail, et c'est évidemment quelque chose qui est essentiel au nôtre aussi. Le rapport entre le meuble et l'immeuble, entre l'objet et l'espace, comment d'ailleurs le vide montre le plein, je crois que c'est le thème de cette rencontre de ce soir. Bref, toutes les questions qui ont toujours été un peu au cœur du travail de Richard Peduzzi, elles sont d'une certaine façon aussi au cœur de notre propre travail, et c'est pour ça que je dois dire, j'ai été et je suis toujours très reconnaissant à Richard Peduzzi de nous avoir fait cette proposition. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons souhaité faire cette exposition et surtout faire de cette exposition qui s'appelle Perspective et non pas rétrospective, ça ne vous aura pas échappé, un moment aussi finalement de réflexion prospectif. Et c'est pour cela que, et là je réponds à un deuxième question peut-être qu'on pouvait se poser, pourquoi faire ces rencontres, pourquoi faire ces entretiens avec vous ? Et je remercie évidemment tous ceux qui s'y associent. Bien parce que justement, nous voulions aussi que cette exposition soit un moment où on puisse aussi prendre le temps de se reposer certaines questions, de remettre en perspective justement certains des principes sur lesquels nous travaillons habituellement, et que ça nous paraissait intéressant de pouvoir ne pas se contenter de faire une simple exposition, mais que celle-ci soit aussi un moment une nouvelle fois, de réflexion sur notre propre travail, et tout cela évidemment éclairé par l'expérience de Richard et par son propre travail. Voilà, je ne voudrais pas être beaucoup plus long, mais je voulais quand même vous dire ce pourquoi le fait que vous soyez ici au Mobilier National ce soir ne tenait absolument rien au hasard. Tout cela a été donc savamment, je dirais, orchestré, notamment par Richard, mais avec notre complicité totale, je dois dire, et on en est très heureux. Et puis je voulais remercier aussi toutes les équipes qui ont rendu possible l'exposition, parce qu'une exposition, c'est un travail d'équipe avant toute chose. Je voulais remercier aussi Marc Bayard, qui est dans les équipes du
Mobilier National a aussi fait en sorte que ces rencontres puissent prendre le format que nous connaissons ce soir, et on est heureux de vous voir aussi nombreux à braver quasiment la neige fondue qui tombe maintenant pour cette rencontre. Bah, s'il y a de la neige, on restera là toute la soirée, hein, c'est pas grave. Voilà, il y a du café, donc on peut tenir. Voilà. Donc voilà, je voudrais pas être beaucoup plus long, mais je voulais donc vous donner ces petits éléments de contexte, en quelque sorte. Vous dire aussi qu'évidemment, vous êtes les bienvenus aux d'autres réunions, rencontres qui vont avoir lieu la semaine prochaine, mercredi prochain, où là, le thème, d'ailleurs, ce sera vraiment autour des arts décoratifs. Et il y aura le directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, que Richard a dirigé d'ailleurs, évidemment, qui sera également là, Emmanuel Tiblou, et nous aurons alors là un dialogue aussi autour de cette notion d'art décoratif qui convoque beaucoup de savoir-faire, et comment d'ailleurs les arts du spectacle, les arts décoratifs, les métiers d'art, les métiers de savoir-faire, bref, apportent tous une contribution singulière à ce que nous appelons les arts décoratifs, ou ce que l'on peut appeler aussi le décor, dans le cadre d'une scénographie, avec d'ailleurs une attention toute particulière, et vous l'avez remarqué certainement dans l'exposition, autour de la lumière, qui est un élément très important aussi de cette notion d'art décoratif. Et puis il y aura une troisième soirée qui sera le 11 décembre, voilà, et qui sera là consacrée plutôt à la relation entre, je dirais, l'univers urbanistique de nos villes et puis l'univers ou la représentation de la ville dans le travail de Richard. Et également cette relation très particulière qui peut exister entre des paysages que l'on veut reconstituer et puis les paysages mentaux que ça peut aussi évoquer. Et puis, et j'en terminerai vraiment là, il y a un élément aussi sur lequel je voulais insister, parce que quand on parle des paysages mentaux, je crois que dans l'exposition, s'il y a aussi quelque chose qui a été, en tout cas pour moi, à titre personnel, vraiment une révélation absolue, ça a été le travail de dessinateur, de peintre, de dessinateur de Richard Peduzzi. Il explique d'ailleurs dans ses ouvrages, et souvent j'ai entendu et lu Richard dire que tout commençait par le dessin. Mais ça, je comprends cela, parce que la force du dessin et des œuvres visuelles de ces dessins est absolument extraordinaire, et pour le coup, ce sont des vrais paysages mentaux, et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Voilà, donc merci encore à vous d'être là ce soir. On vous donne rendez-vous, vous l'avez compris, le 27 novembre et le 11 décembre, évidemment. Et maintenant, je laisse la parole aux véritables acteurs de cette soirée. Voilà, merci à vous, merci beaucoup. Tu me donnes celui-là sans papier. Tu veux voir les fils. Fils à la pâte, non. J'avais plein de choses à dire, je ne sais plus quoi dire là. Alors, bon. Caroline, tu peux parler pour moi? Non. Bon, alors, je voulais d'abord vous remercier d'être tous aussi nombreux. Ça me touche beaucoup. Ça, c'est peut-être ça m'émeut, d'ailleurs. Et puis, un immense merci à Hervé Lemoine. C'est vrai qu'il a réagi tellement vite à cette proposition que j'en revenais pas moi-même. Et aussi vite qu'il a réagi, aussi vite j'ai eu peur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je lui ai proposé? Là, je vais avoir rien à montrer. T'es complètement fou, mon vieux. Ça, c'est une façon d'être que j'ai dans la vie, de croire que j'ai rien fait et que je recommence tout à chaque fois. C'est pour ça que cette exposition ne s'appelle surtout pas rétrospective, parce que j'ai horreur du mot, parce qu'en général, rétrospective, c'est pour les gens qui sont morts. Alors, on va attendre, quoi. Je me suis dit, attends, t'as le temps d'attendre encore un peu. Travaille, mon vieux, il y a plein de choses à faire. Et puis, avec mon équipe, avec Alizé, Anissa, je dis leur prénom, Samuel, Joséphine, tout le monde, on s'est mis à réfléchir. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans à rassembler les dessins, les peintures, les photos de décors, les photos d'architecture, de choses qu'on avait fait dans l'atelier depuis des dizaines d'années, d'en jeter certaines parce qu'elles ne me plaisaient plus, d'en retrouver d'autres, d'en repeindre d'autres. Et puis, ce qui m'a donné surtout cette envie, c'est dans ces 2 ans-là, c'est de peindre des décors maintenant, avec la vision que j'ai maintenant, aujourd'hui, des choses, du monde et du temps. C'est-à-dire que je me suis aperçu, par exemple, que j'aurais pas du tout fait de la même façon le Ring à Bayreuth, les Contes d'Hoffmann ou des choses comme ça. J'aurais fait tout à fait ça autrement.
Je détestais l'abstraction quand j'avais 20 ans. Et c'est amusant d'ailleurs parce que j'ai lu un texte de Francis Bacon, des échanges de Bacon récemment avec Giacometti qui disaient la même chose. Ils étaient contre l'abstraction. Ils avaient peut-être tort, hein, j'en sais rien, moi aussi d'ailleurs, parce que maintenant je suis plutôt pour. Et ce qui m'intéresse, c'est de replonger dans le temps et de voir comment je vois le monde maintenant et comment j'aurais vu les mêmes choses que le ring, que la dispute, que Tristan et Isolde. Et il y a des spectacles que j'ai faits qui ont résisté au temps, à mon avis, et que j'ai pas du tout eu envie de repeindre parce que je trouvais que c'était juste à l'époque, quoi. Et c'est à partir de ça que j'ai choisi ce que je voulais montrer ici. C'est-à-dire qu'une rétrospective, on montre tout en général de ce que quelqu'un a fait. Et là, c'est loin d'y avoir tout, quoi. Il y a vraiment une sélection dans ma tête de ce que je voulais montrer. Et puis, il y avait une chose qui m'intéressait particulièrement, c'est quand j'ai eu la possibilité de faire cette exposition, j'ai vu les espaces. Et là, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, oh là là, ces 2 couloirs immenses, comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire? Et la chose que je fais toujours, c'est de faire réaliser une maquette du lieu pour comprendre où on est, quoi, dans quel pays on est, où ça se situe, comment je vais organiser mon regard pour que à la fois on voit l'espace, à la fois on voit les œuvres, enfin les œuvres, c'est bien prétentieux de dire ça, à la fois on voit mon travail et de faire en sorte d'habiter le vide sans le déranger. C'est un peu le thème de ce soir et c'est ma grande préoccupation, c'est comment faire. Souvent je me suis assis dans une salle de théâtre quand je devais faire un décor, seul dans la salle le matin, j'aime bien le matin comme ça, où il n'y a rien, où on sent le plateau vide et la lumière qui arrive de quelque part, d'en haut, des coulisses. Et des coulisses, pardon. Et je me dis, pourquoi mettre un décor là-dedans? C'est tellement beau comme ça, cet espace vide. Il y a tous les décors du monde dans ce vide. Et puis au bout d'un moment, je réfléchis au texte, à la pièce, à Micha, aux acteurs, et tout le monde. Et je me dis, mais non, ils vont avoir besoin de quelque chose quand même pour se poser, pour habiter, pour vivre. Et à partir de là, je me dis, au fond, un décor, un mur, une chaise, une table, ça doit être vivant, quoi. On doit sentir le vivant de ces choses-là. Et c'est ce que j'ai voulu aussi un peu montrer ici, que les choses et les objets vivent. C'est-à-dire que parfois, des fenêtres, ce sont des yeux, des portes, c'est une bouche, enfin, tout ça, comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Si, non, mais je sais. Pardon? Oui, les espaces de l'expo, j'ai fait en sorte, après j'ai compris à un moment donné comment je pouvais organiser tout ça. On a travaillé avec toute l'équipe, bien sûr, d'abord avant de mettre les œuvres sur des volumes, sur des cimaises sur les murs, on a essayé de conserver toute l'architecture du lieu. Et petit à petit, ce qui était la difficulté de cette exposition, c'était de faire à la fois la scénographie, c'est-à-dire le contenant et le contenu. Donc c'était la première fois de ma vie que je faisais ça, parce que effectivement, quand j'ai travaillé pour des expositions, que ce soit les grandes expositions au Louvre ou que ce soit n'importe où, je faisais la scénographie, quoi, et après les conservateurs apportaient les œuvres. Là, c'était à nous de choisir ce qu'on voulait montrer. Voilà. Et c'était la grande difficulté de la chose. Et j'avais envie de montrer que les dessins et les objets se correspondent, se parlent, quoi. Donc ça, c'est des trucs à moi. Hein. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas raté trop le truc. Quoi, qu'on est là-dedans, on est un peu aussi comme à la maison. Je voulais qu'on soit chez soi, que ce ne soit pas une exposition et que ce soit un endroit où on puisse se dire, ce que je fais de temps en temps, j'enlève un dessin qui est là et j'en remets un autre. Et ça m'amuse que l'exposition soit en vie, tout le temps. Et puis j'ai fait une chose qui a un peu fait peur, non pas à Hervé, qui a peur de rien, visiblement, mais ça fait peur aux gens normal, d'ailleurs, aux régisseurs, à tout le monde. On a posé des dessins au mur, accrochés juste avec une épingle. Et ça, je trouvais ça comme à la maison, et ça me plaisait beaucoup. Personne n'a touché au dessin, c'est impeccable, comme quoi il faut avoir confiance aux gens. Voilà. Peut-être tu pourrais, non? Je ne sais pas. Non. Dans tout ce que tu viens de dire... Ah non, moi j'ai un micro aussi. Pardon, excusez-moi. Pardon. Tout ce que tu viens de dire m'a fait penser à l'idée dont on discutait tout à l'heure, que tu fais
que tu travailles un décor de théâtre ou la scéno d'une expo ou un dessin sur un coin de nappe au restaurant, avec la même intensité, avec le même engagement, que c'est un grand tout. Et ça, dans ce texte-là, que je peux vous lire, il y a cette idée-là. Il y a dans ces deux morceaux de texte. Alors... Ah, pardon, je te coupe la parole. J'ai oublié de présenter Micha Lescaut, qui est un grand acteur et qui est un ami à moi. Je suis complètement fou. Un ami à moi. Et Valentine, qui est une excellente actrice et qui est ma nièce. Voilà. Et j'avais envie qu'il y ait une discussion, en fait. C'est ça, je sentais que j'avais vraiment oublié le principal. Il y a une... Alors, pardon, j'ai oublié le principal, mais c'est normal. Donc, et j'avais envie qu'il n'y ait pas une discussion avec... pardon, un intellectuel, un savant, un scientifique, mais avec... Non, avec quelqu'un qui est extrêmement intelligent, Micha, et avec qui j'ai eu des rapports très spéciaux quand on a travaillé ensemble sur plusieurs spectacles avec Luc Bondy, sur Ivanov et sur Tartuffe. Voilà. Et à un moment donné, on a établi une sorte de complicité, mais pas... un truc comme ça, amical, machin, non, quelque chose de profond qu'on avait envie de se dire, qu'on avait envie de regarder ensemble et de comprendre ensemble par rapport au sens d'un spectacle. Valentine, je l'ai vu souvent lire des choses, jouer la comédie dans un spectacle magnifique de Bernard Sobel, et j'ai eu envie qu'elle soit là ce soir aussi pour lire des choses que j'ai écrites parfois, et d'autres comme un texte magnifique de Kafka qu'elle veut lire ce soir. Voilà. Vas-y, Valentine, pardon. Alors, ça va ? Oui. Bon, alors, j'embraye sur la cage de scène. La cage de scène d'un théâtre m'est très vite apparue comme un espace vierge qui appelle sans cesse à naître. Elle est un modèle réduit du monde. Elle pose cette question: avec quel silence, avec quel bruit l'habiter ? La scène est comme un point minuscule de l'univers où l'on est censé pouvoir tout inventer, transformer. Il suffit d'imaginer toutes les respirations, tous les mouvements possibles. Des pluies, des orages, des raz-de-marée dévastateurs, des accalmies suivies par de nouvelles constructions, tout ce qui est enfoui dans nos rêves. C'est dans Là-bas, c'est dehors, un ouvrage de Richard Peduzzi. Et un peu plus loin, il dit une chose qui va bien avec, qui suit, c'est: un décor doit-il être elliptique ? Faut-il montrer le moins pour dire le plus ? Quelquefois, il faut montrer beaucoup, parce qu'on a envie de voir beaucoup. D'autres fois, il faut montrer moins, parce qu'en montrant moins, on est plus fort. D'autres fois encore, il faut être plus doux, parce qu'on a besoin de violence, et que la douceur peut provoquer la violence. Ce n'est qu'une question de mesure, d'émotion, au moment où l'on fait les choses. Un décor dépouillé, nu, presque vide, peut être d'une richesse extraordinaire. Le mot ne me gêne pas, ou plutôt ne me gêne plus, à condition d'y mettre, même en se trompant, autant de folie, d'intégrité et de douleur qu'un peintre ou un écrivain devant leurs œuvres. Voilà. Je sais pas. Si vous avez des questions à poser, peut-être c'est bien, non ? C'est bien que voilà. C'est en fait un peu pour ça cette soirée. C'est pour qu'on échange des idées, pour que vous nous disiez ce que ça représente pour vous, ce métier, en fait, de décorateur, de peintre, d'éclairagiste, de gens qui travaillent dans nos métiers. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Et qu'est-ce qui vous rassure, comme une fois en même temps ? C'est... Voilà. Oui. Je suis surpris qu'un acteur et un scénographe se sont fait amis, parce que je sache, ils ne se rencontrent pas souvent. Oui. Qu'est-ce qui a permis votre relation ? Et à quel moment vous aviez quelque chose à vous dire, étant donné que le scénographe travaille bien avant et que l'acteur apparaît bien plus tard dans la production? Qu'est-ce qui a créé ce moment ?
Eh bien, écoutez, c'est d'abord c'est au moment de la pièce de Tartuffe, mise en scène par Luc Bondy à l'Odéon. C'est une mise en scène que Luc avait fait à Vienne, qu'on avait créée à Vienne, avec d'autres acteurs, des acteurs autrichiens, allemands. Et puis, il y a eu... Patrice Chéreau devait à l'Odéon, au même endroit, monter Comme il vous plaira de Shakespeare. Et puis Patrice Chéreau a disparu. Il nous a fait un sale coup, on l'a plus vu. Et Luc a décidé, comme il était directeur de l'Odéon, il fallait absolument qu'il y ait un spectacle de remplacement. Tu m'arrêtes, Micha, parce que un spectacle de remplacement. Donc il a décidé de remonter Tartuffe, qui venait en fait de répéter en Autriche. Et à ce moment-là, donc on avait le même décor. Le décor on a fait reconstruire le même décor à Paris. Il est arrivé. Et puis est arrivé le jour des répétitions, et puis j'ai rencontré Micha, et je dois dire que c'est vrai, on a tout de suite sympathisé. Et puis bon, on a sympathisé comme ça arrive de sympathiser tout le temps avec... pas tout le temps, mais ça arrive de sympathiser, voilà. Et puis je l'ai vu répéter, je l'ai vu travailler, et il y avait une chose avec Luc et Patrice que j'ai pas connue après. Enfin après, j'ai connu peu de metteurs en scène, mais c'est que ça les dérangeait pas que je parle aux acteurs et que je donne mon point de vue. Ils étaient contents même. Enfin, Luc, ça lui plaisait. Et ce que j'ai pas connu avec deux autres metteurs en scène qui étaient dérangés que le décorateur vienne leur dire des trucs. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je crois, on a travaillé si longtemps avec Chéreau, c'est qu'il y avait cette espèce d'échange tout le temps en permanence. On parlait du décor, il me parlait du décor, je lui parlais de la mise en scène. Enfin, c'était une chose comme ça. Et c'était la même chose avec Luc. Et puis finalement, c'est devenu la même chose avec Micha. Tout à coup, on s'est mis à se comprendre, on s'est mis à se parler. Je regardais son rôle, j'étais fasciné par sa façon de jouer, par à la fois sa facilité, à la fois la difficulté qu'il a de jouer. Enfin, cette espèce de chose rarissime comme ça, c'était toujours entre les deux. Et ça me touchait beaucoup. Je me suis dit, celui-là, je peux tout lui dire, il va comprendre, et il va me redire des trucs, et il va essayer d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je le voyais comme ça, c'était ce Tartuffe pourri, et je me suis dit, au fond, ce type, il est sale des pieds à la tête sur lui, quoi. Il a une chemise avec le col en plastique, un peu grasse, il doit avoir les pieds sales aussi. Et j'ai dit à Micha, écoute, je crois que faut que tu te salisses les pieds tous les soirs, parce que tu dois être dégueulasse des pieds à la tête. Il m'a écouté, et il s'est sali les pieds tous les soirs, voilà. Et depuis... on est devenu ouais, c'est ça, extrêmement liés et amis, et c'est toujours un bonheur de se voir et de se parler, d'échanger plein de choses. Moi, je parle pas avec un acteur, je parle avec Micha, qui est quelqu'un de spécial, quoi. Je veux dire, voilà. Et je pense qu'il parle pas avec un décorateur. Je pense qu'on est, voilà, autre chose se passe. Oui, c'est vrai. Moi, je ne parle pas normalement beaucoup avec les décorateurs. Enfin, ils nous présentent un travail, et puis voilà. Moi, je connaissais Richard un petit peu, évidemment. Je l'avais croisé. Et je savais qui il était. Et puis après, on est devenu... C'est vrai, j'avais confiance en lui parce que je le trouvais... déjà, j'adorais l'espace dans lequel je pouvais travailler. Il me plaisait, j'étais chez moi. Et après, ça a été très concret, en fait, très précis. C'est-à-dire, il y a eu cette histoire de pieds nus. C'est rigolo comme ça, mais c'était pour moi, une chose très, très importante. C'est-à-dire ça définissait mon personnage de manière très précise et très directe. Et après, c'est concret, c'est-à-dire il fallait que je me salisse les pieds tous les jours. Donc j'avais un rituel. Derrière le théâtre, il y avait un tout petit carré de terre. Et donc j'allais salir mes pieds. Mais je le faisais de manière très méticuleuse, parce que c'est comme ça qu'on fait avec Richard. C'est-à-dire les détails, c'est ce qu'il y a de plus important, finalement. Donc, et après, il y a eu deux autres choses qui m'ont beaucoup inspiré, plus que d'habitude. Et ce n'étaient pas des accessoires, en fait. C'était des choses qu'il a placées dans le décor. Il faut savoir que le spectacle existait déjà. Moi, je suis arrivé dans un spectacle qui existait déjà, et il fallait se l'approprier d'une certaine manière. Et lui, il avait déjà fait son décor. Mais je vois qu'il a rajouté quelque chose pour moi dans le décor. Et ça, c'est pas anodin. Enfin, c'est un vrai cadeau pour un acteur. Et ça m'aidait même à m'approprier ce rôle énorme et qui peut faire peur comme ça. Et il y a des personnes comme ça qui sont comme des anges un peu, qui vous donnent des cadeaux, quoi. Et donc lui, il me dit, dans une répétition, il me dit, tiens, regarde au-dessus de ton lavabo, là, j'ai mis un bénitier. Ok.
Et je sais pas vraiment, même, je sais ce que c'est un bénitier, mais bon, je sais pas quoi faire avec ça. Et je me dis, ah oui, d'accord. Et puis on répète, et je suis toujours attiré vers le lavabo et le bénitier. Quand même, il y a des points chauds comme ça dans un décor. On aime. Il y a des choses qui vous inspirent. Et j'y vais tout le temps. Mais j'ai pas trouvé l'utilité encore. J'ai pas trouvé. Et Richard, il est là. Et j'aime bien quand il est là. Je suis rassuré. Je me sens bien. C'est une présence que j'aime beaucoup. Et je le respecte tellement. Et à un moment, j'ai une cigarette à la bouche. Et il faut, Tartuffe, il fallait trouver comme ça des signes très forts. Des signes, les pieds sales, c'était super. Et puis, qui fume dans une maison qui n'est pas la sienne, alors que c'est censé être un homme d'église, c'était aussi un truc pas mal. Mais il fallait aller plus loin. Et puis, il y a Richard, je suis sur scène, il y a Luc, il y a ce bénitier, et je suis attiré vers le bénitier, et je cherche un cendrier pour éteindre ma clope, et je le jette dans le bénitier. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon. J'ai trouvé un truc. Et c'est vrai que c'était choquant et en même temps très simple. Mais voilà, c'était résumé, quoi. C'était l'histoire. C'était l'histoire, voilà. Donc c'était un cadeau. Merci. Merci. D'autres questions, peut-être? Oui. En fait, je trouve que dans le travail de cinégraphie, il y a aussi un matériau qui est fondamental dans le travail qui sculpte l'espace, c'est la lumière. La lumière qui vient finalement glisser sur les volumes, plus ou moins présents, plus ou moins muets, et tout d'un coup qui ont un phare très bavard que vous modulez en fonction de l'évolution de la pièce. Alors, ce qui est intéressant, c'est la semaine prochaine de parler de la lumière au théâtre, de la lumière en peinture, de la lumière dans les dessins. C'est très différent quand même. Et évidemment, la lumière. D'ailleurs, je suis pas la seule à la faire. Quand c'était avec Chéreau, on la faisait. Je regardais ensemble, il la faisait. Il y avait un éclairagiste. Donc, on est plusieurs à travailler sur le. Il faut être très technicien à un moment donné. On est plusieurs à travailler, et ça va quand même avec le sens de. Ça va avec le sens de ce qui se dit, ou de la musique qu'on entend en scène. Vous voyez. Et ça fait partie. Moi, je n'arrive pas à comprendre quand on dit le spectacle était moyen, mais le décor était bien, et puis il y a une belle lumière. Ça me parle pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'objet que c'est, ce qu'on voit, une totalité, quoi. Donc l'ombre, la lumière, le vide, le plein, les mouvements, ça fait partie d'une seule chose, quoi. D'une émotion constante qu'on doit avoir dans le mouvement et dans la dynamique d'un spectacle. Voilà. Je voudrais rebondir sur le bénitier. Le bénitier. Le bénitier. Un texte qui est dans « Je l'ai déjà joué demain » de Richard Peduzzi. L'accord de mes architectures et de mes peintures avec le vide a toujours été ma préoccupation majeure, qu'il s'introduise avec le vide en le laissant toujours exister. Si c'est le cas dans mon travail, chez moi, il y a toujours eu trop d'objets. J'espère un jour réussir à m'en débarrasser. Mes premiers décors étaient chargés d'une multitude d'accessoires. Je prenais un malin plaisir à aller en dénicher aux puces. Plus le temps passe, plus j'ai besoin d'espaces vides, dépouillés. Avec Luc Bondy, nous n'étions pas toujours en accord. Dans Le Roi Lear, il voulait des objets partout, comme si leur présence le rassurait. Il en avait besoin pour travailler, répéter. À la fin, je trouvais que mon travail ne servait plus à rien, que le décor au milieu du mélange de tables, de chaises, de bassines remplies de fruits ou d'épluchures de légumes ne fonctionnait plus. Tout restait fixe. Cela m'énervait. Et j'en faisais part à Luc. Il commençait par se vexer, puis ordonnait aux accessoiristes « Enlevez les carottes !» Enlever les carottes. Il y a aussi Il y a aussi la poubelle de Strehler. Ah, la poubelle de Strehler. Et puis le cerf. Ah oui, voilà. Le cerf, c'est la tête de... Oui, alors, pareil, c'est encore dans Tartuffe, je peux raconter, parce que c'est très précis. Alors, dans Tartuffe, à un moment, Tartuffe, il doit agresser sexuellement Elmire. Et donc, si on fait ça de manière physique ou je sais pas quoi, on sera jamais... on aura du mal à montrer l'horreur de la chose, donc il faut le mettre en scène, il faut trouver quelque chose.
Et là, dans le décor de Richard, qui ressemblait à une maison de campagne de gens très riches, un peu en Autriche, hein, espèce de... Moi, ça me faisait penser à ça. Alors moi, je pensais plus à Lyon, mais c'était... C'est ça, Mallet Stevens. Mallet Stevens. Et donc, il y avait une tête de cerf empaillée. Et t'appelles ça un massacre, c'est ça? Ouais, un massacre. Un massacre. Et moi, je voyais cette tête comme ça dans le décor, puis j'avais vu le spectacle. Moi, en tant que spectateur, je l'avais vu en Allemagne avec l'acteur allemand, qui je ressemblais pas du tout. Et je me disais, là, il faut que je fasse un truc vraiment atroce, quoi. Enfin, une agression, un truc subversif. Enfin, et donc, on commence avec l'actrice, c'était Clotilde M, à se bousculer un peu, mais c'est pas très concluant, bref. Et on l'a fait, mais c'était pas ça qui était le plus choquant, finalement, c'était que je la déshabille. C'est ça toute la subtilité de ce texte, c'est qu'il la séduit d'une certaine manière, il l'envoûte ou il l'hypnotise, et il fallait que je fasse la chose la plus scandaleuse possible. Et c'était pas finalement de sauter sur elle ou d'essayer de l'embrasser de force, ça faisait pas un grand effet, mais j'enlevais ses sous-vêtements et je l'accrochais sur la tête du cerf. Et là, les gens étaient dégoûtés. Ils faisaient « Ah !» comme ça. Et ça aussi, c'était gagné. Ça, c'était gagné parce que c'était au bon endroit, quoi. Je ne sais pas si tu avais pensé à ça, je ne crois pas, mais en même temps, ça nous inspire des voilà, choses. Je sais pas, on y pense, on n'y pense pas. Mais ça ouais, arrive comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup cette sensation dans d'autres enfin, en tout cas, avec le décor, ça se passait pas comme ça, avec Richard, mais parce que tu étais là aussi. On pense quand même toujours qu'il va y avoir un déclic, quoi, que le truc qu'on met là, tu vois, je continue à aimer pas les accessoires du tout, mais à aimer les choses qu'on met en plus sur les murs, comme des bas-reliefs, comme tout à coup une note de je sais pas quoi, un dessin, quelque chose comme il y avait dans Ivanov d'ailleurs, il y avait des dessins sur le mur, il y avait un numéro, voilà. C'est autre chose que des accessoires, c'est quelque chose qui raccroche qui freine le vide, enfin je sais pas, un truc, voilà. Freiner le vide, tiens, on n'avait pas encore trouvé celle-là. Ouais. Mais par exemple, pour Ivanov, il s'est passé un truc, c'est que le début du travail, Luc Bondy était malade et donc on a commencé les répétitions chez lui, dans son salon, mais en costume, c'est-à-dire pas autour d'une table. On venait et puis il y avait un portant avec des costumes et on mettait les costumes et on jouait devant Luc. Et c'était extraordinaire de trouver l'intimité comme ça. On travaillait sur Tchekhov, donc forcément c'est un peu idéal. Et on se dit, il y a toujours un peu pour les acteurs et les actrices, quand on arrive dans le décor le premier jour, c'est un peu dur. Enfin, c'est comme si on avait été un peu puni, quoi. Souvent, on découvre quelque chose qu'on a vu en maquette, mais on n'est pas forcément très inspiré tout de suite. Et il y a une petite dépression, et puis après, on reprend du poil de la bête et on y arrive. Et là, c'était dingue parce qu'on était chez Luc Bondy, dans son salon, en costume. Donc forcément, les rapports, les distances étaient bonnes par rapport à une pièce qui se joue dans un appartement. Et ce qui est très étrange, c'est que quand on est arrivé à l'Odéon, quand Luc a été mieux, on a pu reprendre le travail dans le décor et il n'y a pas eu ça. On était chez nous tout de suite. Il y avait cette intimité-là, alors qu'on jouait quand même dans un plateau énorme, immense, qui n'était pas du tout rempli de tout ce qu'il y avait chez Luc, qui était un appartement, quoi. Et je me souviens que j'ai pas du tout eu cette dépression. Il y avait le même sentiment d'intimité. Et encore une fois, comme dans Tartuffe, j'étais chez moi. Et je crois que c'est ce qu'on cherche tout le temps, hein, nous, quand on travaille, il faut être chez soi, quoi. Sinon, on rentre chez soi. C'est pas la peine de rester. Et là... Je me souviens très très bien, on est arrivé, il y avait une rampe comme ça pour que Luc puisse monter sur scène aussi, parce qu'il ne pouvait pas monter les escaliers. Et tout ça faisait qu'on était... et Richard évidemment était là. Donc il n'y a pas cette chose qui peut être un peu fragmentée parfois, le metteur en scène, le décorateur, les acteurs. À chaque fois que j'ai travaillé avec toi, il y avait cette circulation-là et on se parlait... En effet, tu me racontais ce que c'était pour toi, Ivanov, par exemple. Qu'est-ce que c'est la dépression? Oui, qu'est-ce que c'est ces états-là? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as vu ça? Et voilà, et on avait ce rapport-là, donc forcément, ça développe une amitié, un truc, mais c'est pour le travail. Il y avait toujours le travail derrière, c'est vrai. Là, on a répondu à la question.
Comment? Vas-y. Je dois lire un texte. Le jour où j'ai découvert ce métier, je savais qu'il allait falloir se battre pour qu'il soit reconnu, qu'il trouve la place qu'il mérite. Avec Patrice Chéreau, nous avions depuis le début fait se confondre mise en scène et décor pour en faire une seule forme. Bien, Marcel. Je sais pas. C'est moi. C'est ma faute. Pardon. Pour en faire une seule forme. Ce métier, vieux comme le monde, n'était intéressant pour moi que si je l'emmenais ailleurs, que si j'y trouvais une nouvelle combinaison, une façon personnelle de l'exercer, en m'y investissant totalement, en y jouant ma vie. J'avais pour exemple le metteur en scène Giorgio Strehler, qui se remettait en cause à chaque nouveau spectacle. Il travaillait chez lui, la nuit, restait toujours en contact avec son ami, le décorateur de génie, Luciano Damiani, qui pouvait débarquer à n'importe quelle heure, sans prévenir, pour lui montrer ses nouveaux dessins, lui parler d'une idée tout juste sortie de son chapeau de magicien et de ses mains en or. Les deux aimaient aussi simplement se voir, profiter de leur complicité hors des regards, hors du temps. Damiani raconte que la corbeille à papier de Strehler se tenait au pied de sa chaise et de son bureau. Pleine à ras-bord, personne ne devait y toucher. Elle le rassurait, détenait les brouillons de ses premières idées, des esquisses, des notes et autres adresses et numéros utiles des personnes à contacter. Fétichiste, comme il s'amusait à le dire, il gardait toutes ses paperasses froissées, déchirées, précieusement à ses côtés comme un trésor dans lequel puiser en permanence. Puis, ses recherches terminées, il prenait un malin plaisir à tout jeter au feu. Un autre texte de Strehler. Alors il dit alors tu vois, je dois aller répéter. Eh bien aujourd'hui, je déteste ça. Je suis comme le chirurgien qui, lasse d'opérer, entre au bloc avec une envie de vomir. Je connais plus ce plaisir de la répétition. C'est facile d'aimer le théâtre dans l'ivresse de la jeunesse. C'est encore facile lorsque tu as appris ce qu'est le métier. Puis arrive la jouissance d'être un peu sûr, de savoir tout de suite ce qu'il faut faire. Et puis vient le moment où le chirurgien se dit « Ah, encore un pancréas », mais il se doit dire qu'en dessous il y a un être vivant, alors il y va. Le théâtre, c'est la même chose. Tu continues quand même, pas par habitude, pas par lâcheté, avec plus de doute, de fatigue, de tristesse. Tu n'aimes plus avec la passion, avec le sang, avec le sexe. Alors là, tu touches au vrai amour du théâtre. À la fois le doute et à la fois les convictions, quoi. Mais ne pas douter, ça me paraît bizarre. Parce que, tu vois, avant de décider quelle direction je vais prendre pour un dessin, j'en fais peut-être 1000 sur une nappe de papier, sur n'importe où je me trouve. Et puis après, à force de douter, on est obligé de décider. Mais douter... c'est compliqué, hein, le doute. C'est compliqué parce que ça peut sembler péjoratif, alors que pour moi, c'est le contraire. Ce que je trouve péjoratif, c'est les certitudes, dont j'en ai jamais aucune. Et douter, j'ai l'impression, douter, c'est comme les maladresses, ça fait avancer, je crois. Et ce que je déteste aussi, c'est la perfection. Je trouve qu'on trouve tout dans les imperfections, et dans les maladresses, et dans les doutes, et dans... Voilà, et c'est comme ça qu'on avance, et qu'à un moment donné, finalement, on finit par se dire, tiens, c'est pas si mal ce truc-là, je veux aller chercher plus loin, je veux le pousser plus loin, et qu'on finit par, à un moment donné, trouver un grand plaisir quand on voit apparaître sur une feuille de papier, sur un panneau, l'image qu'on voulait voir apparaître, quoi. Et après, quand tu la regardes un peu le lendemain matin, parfois tu doutes encore en te disant, on peut aller encore plus loin, voilà. Le doute, c'est tout un circuit, quoi. C'est un voyage. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. C'est un voyage. Voilà. Tout ça, c'est un voyage, d'ailleurs. Comme disait mon ami Daniel Cohn, c'est le paysage mental tout le temps. Voilà. Oui. Ah, Rachel, ça va? Bonjour.
Ça y est, elle va nous compliquer. Elle est super compliquée. Vas-y, Rachel. Comme ça, c'est mieux. C'est très bon. Oui, non, c'est parce que c'est, on va dire, plus directement lié au vide et au plein, je pense. C'est quelque chose que vous avez effleuré, je crois, tout à l'heure dans les conversations. Ma question, c'était en fait comment vous gériez, en tout cas aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant que scénographe, vu qu'il y a des deux disciplines ici, la question de la suggestion, en fait, parce que c'est-à-dire que le vide, ça permet cette suggestion, mais s'il n'y a que du vide, pour autant, peut-être qu'il ne peut pas être, on va dire, investi d'un message non plus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut peut-être vendre un petit peu la mèche pour pouvoir transmettre quelque chose, mais il faut aussi laisser l'espace pour laisser imaginer peut-être ce que le vide peut apporter, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Non, parfois. Hein. Alors vas-y, réponds. Je t'en supplie, réponds. C'est incroyable. Alors, ça marche, vous Oui, vas-y. Alors, Rachel, Rachel, elle est musicienne et elle veut faire de la scénographie. Voilà, donc tu vois, c'est pas évident, hein, mais c'est intéressant, comme on dit. Toute œuvre artistique nous confronte à l'obscur et à l'inexpliqué. Elle nous dévoile quelques-uns des mystères de l'existence, nous apprend à confondre le quotidien avec l'infini. L'œuvre d'art interprète la vérité qui ressort de la nature, nous fait ressentir la profondeur d'un regard. Les lignes et les masses, les formes et les couleurs ne sont là que pour exalter les visions et la lumière de la réalité. Ce qui se présente comme de la rouille et de la terre poussiéreuse de charbon se retrouve soudain face à un champ de blé écrasé de soleil. Dans la composition des paysages, on distingue les reflets de la nature humaine. De la cime éloignée des arbres, l'on voit apparaître de la bonté. Dans la brume qui monte au-dessus des lacs, de l'humidité et de la chaleur des prairies se dégage de la joie, de la nostalgie ou de la résignation. Encore la suite, tu veux la suite ? Je continue ? Les sols et les plafonds des cages de scène vides me donnent toujours la même impression de silence. La sensation d'avoir laissé tout ce que je connaissais à l'entrée d'un désert. L'urgence de rebâtir pour inventer à chaque fois un nouvel horizon. Patrice Chéreau s'emparait des univers que je lui proposais comme s'ils lui appartenaient. Il les recomposait, rentrait dans ma maison comme si c'était la sienne. À son tour, il donnait l'impression de connaître les lieux, tout en s'en méfiant. Il y faisait intrusion sans gêne, et il avait l'habitude de laisser en partant une porte et une fenêtre entr'ouvertes pour faire passer un courant d'air frais. Il remettait sans cesse tout en question. Mais votre question, elle était moi, en tant qu'acteur, j'ai le même problème. C'est-à-dire que si j'appuie trop à un endroit, un sens ou quoi, et si j'explique tout ce que je fais, il y aura plus de... Si je le remplis trop, d'une certaine manière, il y aura pas l'espace nécessaire pour que vous puissiez imaginer quelque chose sur ce que j'ai présenté. C'est-à-dire... alors, on peut suggérer, on donne des pistes, mais c'est comme quand on dit la direction d'acteur, on ne dirige pas vraiment les acteurs, on les oriente. Et je pense que ce que fait Richard avec cette notion du vide et du plein, c'est une chose comme ça où l'imaginaire en fait, des spectateurs, tout à coup, on part, et puis c'est ce qu'on veut, c'est quelque chose de poétique, quoi. Et en tant qu'acteur, c'est la même chose. Enfin, donc je sais que si tout est trop didactique ou je sais pas explicatif ou trop de symboles, je vais être moins intéressant à regarder finalement. Et j'ai l'impression qu'il y a... Je crois que c'est pareil en littérature. Hein, quand on voit Tchekhov ou Raymond Carver ou toute l'école américaine de John Cheever, Raymond Carver, tout ça, ils donnent jamais d'explication. C'est-à-dire, ils montrent, ils décrivent les personnages, les situations, et puis à nous d'interpréter, à nous de rêver, d'imaginer. Je pense que
Je pense que c'est la même chose pour toute chose. C'est la même chose pour la peinture. J'aime pas les peintures narratives, explicatives, ça, où tout de suite on nous montre, en fait on prend les gens pour des imbéciles, on dit voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir et penser. Ça, je suis pas d'accord. J'aime qu'on laisse ouvert sur quelque chose de complètement à soi, qu'on reprend pour soi. Ce que fait Chéron en rentrant, en fait, ce que faisait Patrice en rentrant dans les décors, en fait, c'est te dire au fond, il m'a rien expliqué, le mec, il m'a donné le truc comme ça, et à moi de m'en servir. Voilà. Marc, tu vas nous poser des questions. Oui, Richard, tout à l'heure, Hervé évoquait tes différents métiers, mais il y en a un qui ne l'a pas... Pardon, j'ai pas entendu. Hervé, tout à l'heure, évoquait, où on a évoqué les principaux activités que tu as eues, c'est-à-dire scénographie, décor, design. Il y en a un qui n'a pas été évoqué, c'est écrivain. Ah ouais. Et les mots qui ont été dits montrent une vraie rôle d'écrivain, une vraie capacité d'écriture. Alors ma question c'est, quand est venue cette capacité de mettre des mots à exprimer quelque chose? Mais si tu veux, je suis pas écrivain. D'abord, vraiment, tu vois, quand tu vois l'œuvre des écrivains, non, je suis pas écrivain du tout. Ou écrivant, comme dirait. Non, mais ce qui m'amuse, c'est ce qu'a dit un peintre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vincent Bioulès. Il a appelé un livre qu'il a écrit, d'ailleurs, Croquis de mots. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec mes mots, d'ailleurs, si tu vois, c'est pas l'écriture d'un écrivain, c'est plutôt l'écriture de quelqu'un qui dessine ou qui peint, comme ça. J'ai l'impression que je peins les mots, tu vois. C'est-à-dire, c'est une continuité de mon travail. J'écris souvent, d'ailleurs, à côté des dessins, ce que je pense, une idée qui me vient, comme ça, je la note sur un dessin. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis dit, en réfléchissant à la chance que j'ai eue, moi je suis quelqu'un qui essaie de courir après la chance tout le temps, parce que je trouve que je ne crois pas au hasard, je ne crois pas à tout ça, je crois vraiment à la chance. Et je crois à la chance qu'on va chercher, quoi. Et donc je me suis dit, au fond, tu as eu une vie bizarre, faite de bons et de rebonds, et de hauts et de bas et tout ça. Ce serait intéressant d'écrire, tu vois. Et évidemment, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à bafouiller, à me dire que c'était nul, et puis à recommencer. Et puis à un moment donné, je me suis pris au jeu, et ça m'a... C'est exactement quand tu commences à dessiner, toi. Pour moi, c'était comme ça. Tu commences à dessiner, tu es très maladroit, et puis finalement, tu commences à trouver non pas une adresse, mais une émotion dans ce que tu fais. Voilà. J'aime pas l'adresse non plus, c'est quelque chose qui me... J'aime bien la fatigue, hein, c'est bizarre, j'aime bien la fatigue dans le travail et la douleur. Parce que justement, la deuxième partie, c'était d'aller faire une comparaison entre les mots et les sens de phrases extrêmement précis, comme tes dessins peuvent être extrêmement précis, nimbés d'un potentiel qui ouvre des perspectives, justement. Et c'est ce rapport, notamment, j'ai travaillé avec Richard à la Villa Médicis, c'est quand en réunion, il pouvait faire un tout petit dessin et qu'il mettait en perspective par un trait de perspective. Et en fait, c'est en te lisant et en t'écoutant, je me suis aperçu de ce rapport entre tes dessins et des mots. En fait, oui, c'est vrai. Ils sont constants entre les deux. Oui, c'est ça, tu vois. Enfin, je pense, c'est pas une chose d'écrivain, quoi. C'est vraiment, j'aime pas d'artiste, hein, c'est une chose de peintre, quoi, je crois. Mais tu sais, parmi les grands noms de la peinture, il y a beaucoup de gens. Et les textes de peintres sont magnifiques. Tu vois, je ne parle pas des entretiens de Cézanne ou de Francis Bacon, tu vois, des choses comme ça qui sont absolument, ou du journal de Delacroix même, hein, des choses comme ça. Voilà. Une autre question? En fait, quand vous abordez en fait un travail sur la scénographie, vous partez d'un texte, à partir d'un texte qui peut vous ouvrir un imaginaire. J'ai commencé un peu ballot, d'ailleurs, quand tout jeune. Je voulais pas lire le texte. Je faisais le malin, je dis j'ai pas besoin de lire le texte. Je regardais le synopsis et je faisais mon truc. Ça marchait, hein, ça marchait. Mais après, ça m'a ennuyé de faire ça. En fait, je voulais savoir du coup comment vous réagissiez par rapport à votre design. J'ai eu envie de rentrer en profondeur dans le texte, d'en lire d'autres à côté, d'en discuter avec... Voilà, puis petit à petit, j'ai appris à travailler, j'ai appris à regarder. Ça s'apprend aussi à regarder. Éduquer le regard, c'est tout un travail, quoi.
C'est fatigant d'ailleurs, parce qu'à la fin de la journée, parfois je suis épuisé. Parce que tu regardes et tu essaies de comprendre ce que tu regardes, et puis parfois tu comprends rien, et puis bah, voilà, c'est tout un truc. Et quand je dois faire l'exposition, là, c'est la même chose que de faire. C'était pour moi comme faire un grand spectacle, quoi, ce travail ici. Donc, je partais de l'histoire que j'ai eue au Mobilier National, de ce que je voulais faire avec les espaces, voilà. J'essaie toujours de me documenter beaucoup, là. Par contre. D'accord. En fait, c'était pour savoir quelle histoire. Mais parfois aussi, il y a un mot que j'aime pas, il y a l'inspiration qui vient. Ça peut arriver. Mais Rodin disait, j'y crois pas trop à l'inspiration, il faut travailler. Il avait peut-être pas tort, je ne sais pas. Mais je sais pas. Merci. Enfin. Bonjour. Bonjour. Pour revenir sur le sujet, sur le plein et le vide, il y a beaucoup de vos scénographies où c'est des architectures avec des murs qui en sortent ou qui creusent. Je vous entends pas très bien, pardon. Faut que je parle plus fort. Ouais. Je m'avance un peu. Ouais, voilà. Ouais, merci. Bonjour. Il y a nombreuses de vos scénographies avec des architectures, avec des éléments qui en sortent, qui en font des pleins ou qui en font des vides, qui se creusent. Ouais. Je voulais savoir justement par rapport au sujet qui nous anime aujourd'hui sur le plein et le vide. Est-ce que c'est le mouvement qui vous intéresse, de comment on crée du plein, comment quelque chose en sort ou quelque chose en creuse? Est-ce que c'est une question qui vous anime du mouvement? Non, ce qui m'anime, ouais, c'est l'échelle, c'est les proportions, c'est l'émotion qu'on peut... C'est toujours l'émotion, c'est l'émotion qu'on peut tirer d'une chaise, d'une table, d'un mur. J'ai dit et je redis bêtement, une chaise, pour moi, c'est un temple à cause des pieds et de la chose où on s'assied. Et c'est pareil, le plein, le vide. Le plein, le vide, j'ai quand même vraiment expérimenté avec Lucio Silla, qui est un opéra de Mozart, un opéra de jeunesse de Mozart, parce que quelques jours avant que je sache que je devais faire ce travail, j'avais assisté à un Péléas de Debussy, dans une mise en scène d'un grand metteur en scène dont je ne dirai pas le nom. Et puis, au moment de presque à la fin de l'opéra, il y a 20 minutes de changement de décor. Et là, moi, j'en pouvais plus. Je tenais plus sur ma chaise, j'en avais marre, et j'avais envie de partir, mais je ne pouvais pas, je connaissais tout le monde là sur le truc. Et bon. Et alors, je me suis dit, plus jamais ça. Toi, tu ne dois plus jamais faire ça, mon vieux. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à réfléchir là-dessus, sur comment, avec un seul décor, le faire respirer, le faire vivre, transformer. Et ça doit être un tour de passe-passe, quoi, un changement de décor. Voilà. Et les facettes, les murs, les proportions, les pleins, les vides, bah, ça vient avec. C'est un ensemble de choses qu'on trouve pas, qu'on peut avoir dans les idées, mais qu'on trouve vraiment quand on se met à dessiner et que tout à coup le dessin vous fait pousser, gommer, travailler sur quelque chose de plus précis, puis tout à coup on croit que c'est la chose d'un mieux qu'on n'a plus envie de voir et on recommence. C'est voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir les architectures du passé en me disant la reconstitution exacte n'existe jamais, on ne sait pas comment c'était. Et c'est de transposer, comme on l'a fait dans Hamlet, c'est de transposer l'époque. Voilà. Ça, la transposition des époques, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis l'apparition et la disparition, et cette espèce de cercle où les choses reviennent, c'est aussi quelque chose qui me passionne, quoi. Oui, ce par quoi nous percevons dans l'exposition Le vide et le plein, c'est aussi les maquettes que vous avez choisies et que vous avez installées dans cette pièce ronde qui les fait se regarder les unes les autres et qui nous plonge. Enfin, d'une part, cette scénographie générale de la pièce et puis la maquette en elle-même, ça nous fait nous-mêmes nous plonger dans cet espace, hein, parce que sinon, ce qu'on voit comme dans les captations, bah, c'est plat. Et bon, moi, j'ai une fascination totale pour les maquettes. Si j'étais collectionneuse, je collectionnerais des maquettes de théâtre. Je ne sais pas où je les mettrais. Puis d'abord, j'aurais pas le droit de les avoir. Donc, chez vous oui, chez moi. Enfin, bon. Alors, ma question, c'est
On vous voit d'ailleurs travailler avec Chéreau sur une maquette. Oui, c'est un beau documentaire que j'arrive pas à regarder, moi, parce que ça me rappelle tellement de choses. Oui, j'imagine. Mais alors, ma question était sur comment vous travaillez une maquette. Parce que ce qui est aussi fascinant avec la maquette, c'est qu'au départ, c'est fait pour créer le décor. Donc, c'est une sorte de croquis en 3 dimensions. Mais après, la maquette devient un souvenir. Donc, elle change complètement de nature. Et alors, est-ce que pour vous, la maquette est un souvenir? Qu'est-ce que ça vous fait de voir une maquette? Est-ce que vous pouvez voir une maquette? Là, particulièrement, là, je me suis amusé avec les maquettes. Elles sont fausses, les maquettes. J'ai changé par rapport à ce que je vois maintenant. Si vous voulez, je les ai simplifiées. Le mur de Tristan, il y avait beaucoup de choses autour, il y avait beaucoup de choses qui m'encombraient. J'avais envie que ce soit plus abstrait, plus efficace, plus abstrait, que toutes ces maquettes s'en fassent qu'une, en fait. Ça fasse qu'un moment de la vie où on a travaillé là-dessus avec les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, quoi. Et par exemple, il y a même la maquette de Comme il vous plaira, qui n'a pas eu lieu, quoi, ce Comme il vous plaira. Donc, et pour moi, c'est une des plus touchantes. Finalement, c'est la dernière, mais c'est celle où j'ai le plus de souvenirs. Elle, je la garde vraiment comme un souvenir. Voilà. Merci. Je vous en prie. Oui. Dans la même idée de la relation entre l'acteur et le scénographe, pour un acteur, quand j'y pense, il tourne toujours au dos à la scénographie. Et en plus, nous, avec notre distance en tant que spectateur, on peut voir la perspective, tout le dessin du scénographe. Mais pour un acteur, c'est un aplat. Il a les échappatoires sur les côtés, il a un très grand plateau. Est-ce que l'objet que place, par exemple, vous-même, Peduzzi, Richard, plus facilement, merci. C'est pour ça peut-être que vous avez voulu faire du design et que les objets étaient tant importants. C'est pas pour ça, non. Et quel est justement, ma question, c'est à quel point l'objet est important pour vous dans un décor, et justement pour essayer de se vider des choses en trop. Et pour vous, en tant qu'acteur, de n'avoir que des objets vraiment à votre service. Sinon, le décor, il n'est pas vraiment là. Mais en fait, quand il est inspirant, on n'a aucun mal à jouer de dos. On va pas... si on est bien dedans, justement, ça casse cette chose qui est une espèce de convention qu'il faut jouer à l'avant-scène, en parlant très fort quand on est au fond de scène et pas fort du tout quand on est à l'avant-scène, qui sont un peu des clichés, quoi, des conventions de théâtre. Et je crois que quand on est au bon endroit, enfin quand on se sent bien dans un espace, on accepte complètement de jouer de dos. Par exemple, pendant très longtemps, je me souviens dans Ivanov, il y avait tout un moment où... mais ça jouait bien en plus, mon dos il jouait bien. Enfin, il y a même plein de moments où vous n'êtes pas de dos, quoi. Moi je m'arrange pour que vous soyez face. Bien sûr, mais je veux dire, moi je peux avoir envie de me tourner et de casser cette convention et en fait, je crois et d'aller au fond du décor et même jouer off, pourquoi pas. Enfin, mais un décor, c'est un face-à-face avec l'acteur en même temps, tu vois. C'est presque un combat, c'est un soutien, c'est plein de choses à la fois. À partir du moment où tu te dis le décor il doit être vivant, c'est-à-dire je le vois mobile, je le vois bouger, je vois que l'acteur peut tourner autour et que tout à coup le mur n'a pas envie que l'acteur tourne autour, mais tourne autour de l'acteur. Je sais pas, il y a un moment donné où non, on peut pas dire. En même temps, non et oui, parce que c'est vrai qu'un décor fixe, on peut tourner le dos. Par exemple, Electra, qui était un spectacle merveilleux, c'était pas le décor là-dedans, c'était le lieu qui faisait, et la mise en scène de Chéreau qui était extraordinaire, et les chanteurs et tout ça. C'est vrai que là, on pouvait tourner le dos, mais il y a un moment donné où l'acteur, en tournant le dos, il se sent comme protégé, quoi, comme quelque chose qui vous embrasse. Voilà. Et les objets, j'ai fait du design, j'ai commencé à faire du design. D'abord, ça a pratiquement commencé ici, pour des cadres, ça c'est autre chose. Et puis après, j'ai fait du design parce que je voulais une chaise... une certaine forme de chaise dans le Conte d'hiver de Shakespeare avec Luc, et j'arrivais pas à trouver la chaise que je voulais dans le commerce, dans les chaises contemporaines, dans les chaises classiques, directoires, machin, tout ça, je trouvais pas le truc, et je me suis dit je vais la dessiner. Et donc je l'ai dessinée, et je vous dis la chance, et à ce jour-là, il y avait
Jean Coural, qui était le directeur du Mobilier National il y a 30 ans, 40 ans, je ne sais plus, ici, et qui était venu voir le spectacle, et qui, en voyant la chaise, m'a demandé de faire le bureau du ministre de l'Agriculture, non pas de la culture. On a commencé par l'agriculture. Hein. C'est bien. La terre. C'était la chaise de Bulogier Exactement. Hermione, ouais. Ouais, la chaise avec la porte en bois, ouais. C'est la chaise comme ça. Parce qu'elle est enceinte. Parce qu'il fallait que ce soit une chaise qu'on voit qu'elle était enceinte. Oui, je sais plus, ouais, sûrement, elle était enceinte, ouais. Peut-être, ouais, non, mais tu le sais mieux que moi, toi, je te connais. Non, c'était... Je sais même pas si c'est à cause de ça, tu vois. C'est parce que j'avais envie... Je sais plus. Et je voyais... Ouais, non, je sais plus. Mais sûrement, Caroline, tu as raison, je te taquine. Mais ça faisait... C'est-à-dire qu'on voyait très bien ce corps et enceinte. On l'aurait beaucoup moins bien vu dans une chaise dont tu n'avais pas autant incliné le dossier. Oui. Et en plus, c'est juste... c'est comme si c'était une même ligne. Elle existe toujours, hein, elle est toujours en vie. Ouais. La chaise, Bulogier, tout le monde est là. Ouais. Je voulais juste que tu t'expliques plus sur quand tu disais non pas la transformation, mais quand tu parles le passé présent, quand tu as employé un mot, oui. La transposition. Oui. Je voudrais que tu aies un exemple et que tu développes un peu sur l'idée de la transposition, par exemple, si tu veux, il y a deux murs comme ça qui sont complètement transposés, c'est celui de Lucio Silla et d'Hamlet. D'abord, Lucio Silla était vertical, et ça m'a amusé à un moment donné de mettre horizontal, cette verticalité de la faire passer au sol, et puis transposer parce que celui qui m'a soufflé à l'oreille qu'il fallait faire quelque chose comme ça, c'est Andrea Palladio, quoi, du XVIe siècle. Et à partir de ça, j'ai voulu faire un Palladio complètement gommé, c'est-à-dire sans entablement, sans ornementation, sans rien, complètement plat, c'est-à-dire, on pouvait dire extrêmement d'aujourd'hui, quoi, actuel, contemporain. Et effectivement, comme Palladio, tu vois, il est hors du temps et c'est encore extraordinaire maintenant à regarder. Je pense que, entre parenthèses, je pense que les très grands architectes, les Japonais, tout ça, contemporains, même s'il n'y a absolument aucune colonne, aucune fenêtre, rien du tout, tu vois que derrière tout ça, ça se tient tellement qu'il y a toute une architecture et tout un ordre qu'ils connaissent, quoi. Il y a... Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais savoir de plus ? La transposition. Parce que si tu veux, je crois pas qu'on arrive à copier, quoi. Tu vois, on est ému par quelque chose, et c'est toujours l'histoire du dessin qu'on a envie de refaire aujourd'hui par rapport à ce que ton dessin était hier, tu vois. Donc c'est la même chose, quoi. C'est un truc de se dire, au fond, moi je sais pas comment c'était à l'époque vraiment. Si, Palladio, tu sais, parce que tu vas à Vicence partout et tu les vois, les palais de Palladio. Mais en même temps, ce qui est vraiment intéressant, c'est de les rendre encore vivants aujourd'hui en les travaillant avec une perception contemporaine, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant quand même chez les artistes, je parle comme si on était à la maison, ce qui est intéressant chez les artistes, les grands artistes, c'est qu'il n'y a pas d'époque, en fait. Quand tu vois les dessins de Rembrandt, quand tu vois les dessins de Zurbaran, quand tu mets pas une époque là-dessus. Quand ils sont un peu moins grands, tu le situes, par exemple, je vois que les dessins de Seurat, que j'adore, des choses comme ça, tu vois quand même que c'est pas Rembrandt, quoi. Tu vois qu'on est au 19e, qu'on est à tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est... Enfin, ce qui me bouleverse, plutôt pas m'intéresse, ce qui me bouleverse, c'est quand tu comprends plus où t'es. Non, et puis que quand tu vois ce que j'ai vu un truc aujourd'hui en regardant des visages de Rembrandt, tu vois, des visages de Rembrandt, et à quel point, dans chacun de ses dessins, un visage comme ça, il montre l'immensité. Et je me suis dit, au fond, c'est le seul qui fait ça à ce point-là, avec quelques traits
as l'univers complet qui te passe devant les yeux. Et je me suis dit, au fond, il est là-haut, tout là-haut, c'est un géant. Mais sur Barran, Greco, Velázquez, tout ça, ils regardent plutôt en bas, en profondeur, tu vois. C'est-à-dire, ils vont au fond dans la terre. J'ai vu cette espèce de différence, quoi. Je ne vois pas l'univers comme ça quand Zurbaran regarde la tête du mort dans sa main, ou du moine. Ça. Voilà. C'est un truc que je me suis dit cet après-midi. On dit ce qu'on peut, hein, qu'est-ce que tu veux. Dans un taxi en plus, Caroline, si tu veux, j'étais là, je regarde, voilà. Ah, je ne m'attendais pas à autant de questions, hein, c'est terrible. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander sur cette question du vide et du plein, comment... Est-ce que ça vous embête d'avancer un peu? J'entends pas bien. Non, oui. Oui, je me demandais si vous avez besoin de faire l'expérience sensible du vide et du plein en allant sur scène lorsque votre décor est mis en place, ou si c'est le point de vue de spectateur et d'observation qui compte le plus. Non, j'ai besoin d'être tout seul dans une salle, et puis après, une fois que je suis assis dans la salle, de marcher sur la scène. Ça, c'est au tout début. Ouais, j'ai besoin de comprendre où on est, quoi. Où est-ce que je dois aller habiter là, dans quel endroit je dois poser mon territoire. Et voilà, c'est comme ça que je travaille. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude, quand je commence un décor, j'aime beaucoup travailler sur des maquettes, des peintures, mais aussi beaucoup sur les maquettes, parce que on voit vraiment l'échelle, on voit vraiment, voilà, et que les maquettes soient assez précises. Et j'ai l'habitude de faire, avant de faire une maquette, de faire construire la maquette de la scène même. C'est-à-dire que comme ça, je vois où on est, et je vois comment on peut l'habiter, cette scène. Voilà. Et ensuite, dans ce dialogue avec les acteurs, est-ce que c'est une question que vous abordez parce que je sais, étant comédienne, qu'il y a plein de moments sur scène où on peut se retrouver dans un sentiment de vide très fort, où on dit d'ailleurs qu'on se retrouve en carafe, où on ne sait pas quoi faire de notre corps parce qu'il n'y a pas de point d'appui autour de nous dans le décor, ou avec les partenaires. Mais est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez dont vous avez discuté beaucoup? Pardon, j'ai pas bien entendu. Est-ce que ce sentiment de vide ou de plein que peut avoir l'acteur, lui, quand il joue dans vos décors, est-ce que c'est quelque chose dont vous parliez avec les acteurs? Pardon, mais j'ai pas bien compris. Hein. Approchez-vous un tout petit peu, pardon. Hein, voilà. Oui, quand vous... Je me demandais si dans votre dialogue avec les acteurs, il y avait cette question de ce que ressent l'acteur quand il joue du vide et du plein dans vos décors, parce que ça peut être très fort comme sentiment. Mais il y a un moment donné, on peut pas demander aux acteurs comment on va faire le décor, en gros. Oui. Parce que c'est comme c'est comme les couleurs. Hein. Si tu regardes des couleurs avec quelqu'un, personne n'aime les mêmes couleurs. C'est un désastre. On ne sait plus où on en est. Donc il y a un moment. Quand je vais être un peu démagogue, je dis à tout le monde, regardez les couleurs, tout ça. Mais je sais bien qu'au fond, on est seul à décider des couleurs, la forme d'un décor, l'architecture, la matière, le truc. Et après, on en parle avec les gens. Et après, on peut faire des modifications parfois quand on trouve que la critique est sensée et intéressante. C'est énervant toujours, mais parfois on dit, tiens, il a raison. Donc on peut changer, bien sûr. Ouais, merci. Voilà, merci. Par rapport à ça, il y avait, je sais, dans Ivanov avec les portes, pour raconter ce truc-là, qui était en fait, dans Ivanov, il y a un moment, tout est impressionnant quand on joue Ivanov, mais il y a surtout un moment où il a un monologue complètement, où il raconte sa condition misérable de mec d'homme qui a raté sa vie, quoi. Et je me souviens que je faisais cette chose la première fois chez Luc Bondy, donc derrière un bureau, caché, avec une cigarette, facile. Je lui fais, il me dit, ouais, c'est très bien. Parfait, t'as compris comment il fallait le faire. Alors, je suis très content. Et puis après, j'arrive dans le décor de Richard, et puis il y a un bureau qui ressemble au bureau dans lequel derrière lequel je m'étais caché chez Luc Bondy. Alors, ça va très bien. Je suis encore protégé par mon bureau, et il est beau. J'ai une cigarette, et je fais le truc. Et puis... l'espace de Richard, il pouvait se fermer, en fait. C'est-à-dire, c'était très ouvert, et tout à coup, il y avait deux portes comme ça qui coulissaient, qui faisaient un espace fermé. Et donc, on se retrouvait
avec 3 mètres, face publique. Et là, il n'y avait plus rien derrière nous. Il y avait un mur magnifique qui se fermait. Et ouais, enfin, il était beau, mais il était pourri, mais il était. Et donc, je sais pas, une semaine avant la première, je suis caché derrière mon bureau. Je commence mon monologue et tout va bien. Et Luc Bondy me dit bon, bah, éteins ta cigarette, passe devant le bureau, ferme les portes derrière toi, et maintenant tu vas faire ça au public pendant 10 minutes en les regardant dans les yeux. Et tu n'es plus du tout caché, tu n'es plus du tout protégé. Et je pense qu'il fait ça par rapport au décor de Richard. Et c'est vrai que si moi j'avais commencé à donner mon avis, à dire oui, mais non, ça serait peut-être mieux que. Enfin bon, bref, j'ai bien compris que cet état de sidération dans lequel j'étais et de peur, bah, ça allait juste me servir à faire ce que j'avais à faire et qu'il fallait trouver le bon état pour le faire. Et bah, c'est l'espace et le vertige que j'avais, voilà, c'est ce que j'avais à jouer finalement. Et ça s'est passé comme ça, quoi. Oui, mais ça s'est passé vers la fin. Et donc. C'était encore plus flippant, mais tant mieux, c'est bien. Oui, pratiquement le dernier jour de répétition. Et ça, c'est un élément de... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui vient complètement de l'espace, quoi. C'est-à-dire, c'est pas littéraire, c'est pas... Voilà, ça, c'est venu comme ça. Intuitivement, parce que j'y avais pas pensé, tu vois. Et à un moment donné, tu te dis, mais il peut faire, voilà. Mais effectivement, il peut être aussi coincé dans la porte, quoi, c'est ça. Voilà. Oui. Merci. Je vous en prie. Merci, bonsoir. Est-ce que vous avez des préférences de lieux pour créer des espaces, pour créer des décors? Des préférences de lieux? De lieux, oui, vous en avez vu tellement. C'est là où les artisans travaillent le mieux en général. C'est là où je me sens le mieux. Et les préférences de lieux, je ne sais pas, ça change d'atelier en atelier. J'aimais beaucoup quand on avait le fameux Nanterre-Amandier. C'était vraiment un endroit magnifique parce qu'il y avait la scène, il y avait l'atelier à côté. C'était pareil au Piccolo Théâtre au Milan. J'aime bien quand les théâtres ont des ateliers. J'aime moins quand il faut aller le faire construire ailleurs dans des entreprises, des bâtiments privés. Voilà. C'est ça? Parmi les lieux que vous avez vus et dans lesquels vous avez travaillé, vous avez eu des préférences? Par exemple, Bayreuth. J'ai eu des préférences à Bayreuth. Ou quand vous avez créé la dispute, par exemple, c'était tellement extraordinaire. La dispute, on l'a fait quand on était à Lyon, au TNP. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'était dans les ateliers du TNP. Ouais. Bah oui, c'était merveilleux. Puis on était tellement... Pardon, on était tellement jeunes et tellement comme ça, c'était extraordinaire. Ouais. On travaillait la nuit, jour et nuit là, pour le faire, le décor. Donc j'ai adoré ce moment. Ouais. Puisque le micro est à côté, je le saisis. Dans cette question du vide et du plein, comment est-ce que vous placez votre travail avec la musique, qui est un plein à sa manière? Je sais pas, avec la musique, c'est l'émotion qu'elle me provoque, si vous voulez. C'est l'émotion qu'elle me provoque pour le Ring et pour Tristan surtout, et pour Electra, tout ça. Ben, c'est vraiment l'émotion que ça provoque, et c'est vraiment... Alors respecter... Non, là, c'est pas respecter le vide, c'est respecter le silence. Il y a un moment donné, il ne faut pas faire de bruit, quoi. Il faut que les changements de décor se fassent, aussi bien qu'au théâtre, aussi bien que... Mais en même temps... Je vois le Don Giovanni qu'on avait fait à Salzbourg et les murs grinçaient. Et donc ça a été un désastre pour le... On s'est chamaillé que c'était Barenboim, le chef d'orchestre, avec qui j'ai tendance à me chamailler d'ailleurs. On se chamaillait avec lui et en fait on a corrigé le truc. Non, c'est vraiment c'est le bruit, l'histoire du truc. Maintenant, pour moi, il n'y a pas trop de différence entre un décor de théâtre et un décor d'opéra. C'est une question de sensation, d'émotion, de comment on perçoit le livret, la musique, le texte, voilà. Mais c'est la même chose, en fait. Mais vous savez, pourquoi on est ici? Parce qu'en fait, encore une fois, une chaise, une table, un objet, une scénographie pour une exposition, pour moi, c'est la même chose, quoi. C'est une lutte, c'est un combat avec l'espace. Et ce que je voudrais quand même dire, c'est que pour les très jeunes, j'ai eu la chance, moi j'ai eu une chance folle de travailler avec Patrice Chéreau et Luc Bondy. C'était un luxe, hein, quand même. C'était un luxe parce qu'on avait le temps.
parce qu'on avait de l'argent, parce qu'on avait le temps, parce que on pouvait se tromper, recommencer, et que ça pouvait me permettre de travailler avec personne d'autre qu'avec eux. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'un décorateur, s'il travaille seulement au théâtre, il puisse faire la même chose. Il ne peut pas faire la même chose. Il n'y a plus de budget, il n'y a plus de temps. Tout à coup, ce qu'on faisait en un an et demi, il faut le faire en un mois et demi. Et encore un mois et demi, ça fait beaucoup. Les salaires qui étaient à, je sais pas, 50, ils sont passés à 7, 8. Donc c'est impossible. Il y a quelque chose d'impossible. C'est pour ça que je trouve très très important que les jeunes générations aient plusieurs cordes à leurs arcs, quoi. C'est une chose que j'ai compris très jeune. Moi, bizarrement, je me suis dit, je ne peux pas rester à la merci de Chéreau, à la merci de Bondy, parce qu'ils vont me dévorer, ils vont m'écraser. Donc je pense que c'est toujours important de regarder les disciplines artistiques qui sont à côté. Je dirais à côté du théâtre, les scénographies d'exposition, l'architecture intérieure, l'architecture, tout ça. Enfin, pour moi, c'est une seule et même chose, quoi. Le design et tout ça. Et j'y croyais pas beaucoup au début, mais quand je suis rentré dans les œuvres ici, au Mobilier National, que j'ai vu pour la première fois les lustres en plâtre, les prototypes de Diego Giacometti, je me dis, oh là, celui-là, il est quand même absolument génial. Et puis après, j'ai découvert Gio Ponti, Sottsass, Scarpa, tous les grands Italiens, Jean-Michel Franck et même enfin, Sylvain Dubuisson actuellement, qui fait des choses merveilleuses. J'ai un trou de mémoire, celui qui a fait les chaises, qui a travaillé ici, qui a fait les chaises au Louvre. Et voilà, j'ai un trou. Pardon ? Non, excusez-moi, mais voilà, j'en ai trop dit, j'ai trop parlé là, j'ai un trou. Pardon ? Paulin, oui, exactement, merci. Qui est un très grand designer. Oui, Pierre Paulin. Et, pardon ? Vas-y, oui. Allô ? Une nuit, j'ai rêvé que la dernière mise en scène de Patrice était jouée sur une scène vide, sans aucun décor. Durant des semaines entières, je n'avais... Il n'était pas vivant, mais il était mort, quoi, voilà. C'est un rêve que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas un an. Quand j'ai écrit ça, quoi. C'est un truc... Non, au moment du livre, ouais. Durant des semaines entières, je n'avais rien pu faire, rien pu dessiner. Je n'arrivais même pas à prendre la décision de m'asseoir sur une chaise et d'y rester. Tous les prétextes étaient bons pour fuir ma table, m'éloigner de mes crayons et de mes feuilles de papier. Des foules d'idées tournaient dans ma tête, mais je n'arrivais pas à en attraper une et à la retenir. Aucun goût, aucun élan. Mon esprit, mes mains, toute ma personne était paralysée. Patrice passait me voir chez moi sans me prévenir, puis s'en allait en souriant. Il n'avait pas l'air inquiet. « Je peux très bien faire sans », me disait-il. Cela peut sembler ridicule car il ne s'agit jamais que d'un décor de théâtre. Mais pour moi, une des plus grandes souffrances est d'être paralysé devant une feuille, de voir tout ce qui m'occupe l'esprit s'envoler, ne pas réussir à poser, à regarder calmement, à trouver la forme que je cherche. Parfois, ce que j'aimerais dire n'arrive pas aussi vite, aussi spontanément que je le voudrais. Certaines fois même, le papier se rebiffe contre moi. Le jus des peintures se transforme en taches indomptables. La chaise et la table deviennent inhospitalières. Il faut avoir beaucoup de courage pour entrer dans le travail. S'enfoncer dans la solitude et le silence. Baisser le regard vers sa feuille pour le lever plus loin. Essayer de transcrire l'inexplicable en pensée ou en dessin. Je passe la plupart de mon temps à la recherche d'époques, de lieux, d'architecture méconnue qu'il me semble pourtant avoir croisés ailleurs. Indéfiniment, j'essaie de les retrouver. Vastes étendues inexplorées s'évaporant dans les nuages, bien au-delà des rêves. Puis brusquement, à l'instant où je m'y attends le moins, surgissent de mes pensées, guidées par mes mains, une lueur et des formes jamais vues, inondant la surface plane et inerte de ma feuille. Je me mets alors à jouer avec les matières, à les mélanger, à les dissoudre sur la surface du papier.
l'eau des quais, la vase, la rouille, la suie de l'atelier de mon grand-père. Tout revient à la surface. La terre, les rochers, la tempête, le vent, la pluie, les orages, le brouillard. Tous les éléments de la nature se retrouvent dans mes peintures. Non, mais attendez. Mais enfin, merci, je suis vraiment très touché. J'ai vu que ça m'a plu la soirée. Hein. C'était vraiment bien. Merci pour vos questions. Et puis de voir autant de monde ici, je crois qu'on est tous vraiment fiers et contents, quoi, quand même. Et il y a un mot que j'aime bien, je dois le dire. C'est les gens, quand ils voient l'exposition, ils me disent qu'ils ont été émus. Et je pense que c'est ce que je cherchais, en fait, au fond. C'est quand même l'émotion tout le temps. Voilà. L'émotion, la surprise et voilà, une sorte de façon d'être dans la vie. C'est une façon de... J'aime pas le mot artiste, mais il y a une façon d'être artiste comme ça, avec l'émotion. Voilà. Je dis n'importe quoi là, pardon.